Voilà, donc en fait, le sujet qui m'avait été confié, c'est post-humanisation, est-ce une déshumanisation? Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'en réalité, la question n'avait pas de sens pour les transhumanistes. Et ayant, je crois, assez bien compris l'exposé d'hier sur l'empathie et la sympathie, sans avoir beaucoup de sympathie pour le mouvement transhumaniste, je me sens dans l'empathie avec mon objet de recherche et je vais essayer de vous parler un petit peu comme parlerait un transhumaniste. Alors voilà, le dessin toujours répété du transhumanisme, c'est celui-là. Vous voyez que vous avez cette masse grise des animaux, parmi lesquels vous avez une masse rose-violet des humains. Et vous avez, alors c'est assez curieux, vous avez une protubérance des humains augmentés qui va dans un sens univoque, en quelque sorte, et puis des tas de points d'interrogation sur ce que ça pourrait être. C'est-à-dire qu'on voit là à la fois le fait qu'il y aurait une direction, et puis d'une certaine manière du hasard ou des volontés divergentes, c'est-à-dire des volontés convergentes d'une part et des volontés divergentes d'autre part. Alors, je n'ai pas cherché du tout à être original sur l'hominisation et l'humanisation, donc mécanisme évolutif. Les transhumanistes s'appuient beaucoup sur Darwin, mais à côté de ce qui a été fait, par exemple, dans le bouquin Les 200 ans de Darwin, où on voit toute la diversité des théories qui ont été élaborées depuis Darwin, eux, c'est vraiment, je dirais, Wikipédia, Darwin, Wikipédia. Et sur cette hominisation, et je pense dans la nature de cette hominisation, il y a des phénomènes d'humanisation avec des constructions culturelles, à la fois par la créativité et la transmission éducation. Alors, pour les transhumanistes, il est essentiel de sortir de cette hominisation non seulement inachevée, mais surtout imparfaite. L'homme est raté. Tout le temps, il y a cette affirmation, l'homme est une espèce ratée, alors que généralement on est habitué à vivre avec le fait que l'homme est une espèce réussie. Bon, donc pour eux, l'homme est une espèce ratée, à la fois sur le plan physique, on court moins vite que le guépard, on voit moins bien que le chat la nuit, etc., etc. Et l'humanisation, alors là, pour nous, c'est probablement plus triste. L'humanisation est un échec. C'est-à-dire que malgré les efforts d'éducation, que ce soit par la religion, par le marxisme, par l'éducation laïque, etc., quelles que soient les formes d'éducation, ça rate et on est une espèce qui viole, qui tue, qui génocide, etc., etc. Et quand ils vous décrivent l'espèce humaine, c'est vraiment du côté de l'horreur inhérente à l'espèce humaine, inhérente encore évidemment, ils disent il n'y a pas de nature de l'espèce humaine, c'est en évolution constante. Donc en fait, il y a un très bel article de Sloterdijk sur les humiliations anthropologiques, où il explique qu'on a subi toute une série d'humiliations par les machines. Nos machines sont plus performantes que nous. Alors, il y en a toute une série. Bon. Et du coup, il faut prendre en main techniquement l'hominisation. Et en fait, l'humanisation ne sera plus utile. Enfin, ce que nous appelons humanisation ne sera plus utile parce que la transformation de l'hominisation dans un sens favorable, techniquement favorable, sera tout à fait suffisante pour faire de très bons post-humains. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout d'hypothèse dans leur philosophie, il n'y a pas d'hypothèse selon lesquelles les post-humains seraient méchants.
génocidaires, violeurs, etc. Les transhumains apparaissent comme heureux, plus que bons. Le mot bon n'est jamais utilisé, hein, mais enfin, ils sont heureux et apparemment, ça se passe bien. Donc, il faut qu'ils déshumanisent ou qu'ils sortent de l'humanité pour post-hominiser. Et ce post-hominisé est équivalent à post-humaniser. Il ne parle jamais d'éducation et il parle quasiment jamais de construction sociale, d'imaginaire social, etc. En fait, il suffit d'avoir des libertés. C'est quand même un mouvement qui est né des libertariens américains. Donc, alors voilà une œuvre d'art de cet artiste australien, Sterlark, qui est une icône du mouvement transhumaniste, donc qui utilise son corps comme un simple moyen de commander une machine beaucoup plus performante que son corps. Alors je vais juste vous rappeler les demandes des transhumanistes, surtout les demandes vis-à-vis à la fois de la science et du droit, et je voudrais tester une hypothèse juridique en prenant le droit français comme exemple parce que c'était en 1994 une construction extrêmement cohérente, extrêmement dure, si vous voulez, reposant sur des choix souverains, c'est-à-dire on parlait sans arrêt de bioéthique à la française, bon, comme le Conseil d'État que tout le monde nous envie, etc., qui impliquait des catégories très précises avec des principes, la dignité, l'anonymat, la gratuité, etc., et des règles elles-mêmes très précises. Et mon hypothèse, c'est que la cohérence même de ce système le rend extrêmement fragile lorsqu'il est confronté à des principes et des concepts dynamiques, qu'ils soient français ou européens, qui aboutissent à le détruire inéluctablement. Alors je pense que les deux grands concepts dynamiques et destructeurs de la construction française de 1994, c'est d'une part l'autonomie personnelle, avec tout son lot de liberté, d'égalité, tous les mouvements des droits civiques, des minorités, la dignité, enfin toutes ces valeurs auxquelles nous sommes très attachés et qui peuvent conduire à des renversements de solutions extrêmement rapides. Et un concept central du droit français de la bioéthique, c'est la notion de projet parental. Et on verra que le projet parental qui avait été conçu par Guy Bréban comme un père et une mère seulement, quelles que soient les manipulations techniques qui aient pu précéder la naissance de l'enfant, ce projet parental, vous allez le voir, peut devenir tout à fait autre chose qu'un père et une mère seulement. Alors, quelques rappels. Bon, les contextes scientifiques, on les connaît bien, c'est Darwin, c'est la cybernétique, c'est les neurosciences, c'est la chimie du cerveau. Chimie du cerveau, c'est très important chez eux parce que, comme ils viennent des contre-cultures américaines, il y a une grande importance des drogues, et les drogues sont demandées en libre accès, non seulement pour soigner, bien évidemment, mais aussi simplement pour modifier ses humeurs à volonté et s'imprégner dans un bain de bonheur, en quelque sorte. Intelligence artificielle avec insertion de puces et de différents moyens. Alors Sterlark s'est aussi inséré des puces qui lui permettent de se faire commander par les gens qui viennent, il se met comme objet d'exposition, et les gens qui viennent regarder l'exposition tapent sur et alors ça lui fait des décharges, Bon, et puis il y en a un autre qui, par puce interposée, a des enfin je ne sais pas comment appeler ça, des connexions, disons, avec sa femme qui lui permettent de faire de la transmission de pensée sans langage.
Alors, c'est dommage que Claude Agege ne soit pas là, parce que si le langage est une caractéristique de l'humanité, là, il y a une recherche de court-circuitage du langage pour faire de la transmission de pensée directe, en quelque sorte. Et ils sont très intéressés par tout ce qui est chimère, qui a aussi beaucoup intéressé l'art contemporain. Vous avez par exemple des artistes qui font des caviars d'ovules mélangés entre l'ovule de l'artiste et des ovules de différentes bestioles, etc., etc. Donc tout ça est très influencé aussi par les courants de déconstruction du genre et tous les mouvements pour les droits civiques, puisque l'idée est que le post-humain revendiquera les droits, les dignités, etc. Il y a un grand article de Nick Bostrom, le philosophe d'Oxford, sur le transhumanisme, qui est un article sur la dignité du post-humain. Alors, quel est par rapport à des choses qui sont assez classiques, tout ce que je vous raconte là, il y a l'affirmation claire de Nick Bostrom, selon laquelle, au cœur du transhumanisme, il y a l'idée de risquer la vie de l'humanité, de l'envisager, de la mettre en jeu, au sens propre du terme, pour obtenir tous les progrès qu'ils attendent des nouvelles technologies. Et à ce titre, on peut dire que Bostrom est exactement l'anti-Jonas, c'est-à-dire Jonas, c'est on peut tout faire sauf risquer la vie de l'humanité, et eux disent il faut risquer la vie de l'humanité pour obtenir les véritables progrès les plus intéressants, c'est-à-dire à la fois les performances physiques et intellectuelles, mais aussi et surtout la maîtrise du vieillissement jusqu'à l'immortalité. Et je vous signale à cet égard que le grand pape de l'immortalité, qui est Audrey de Grey, va venir faire une conférence en France à Paris 4 le 19 juin, je crois. J'ai reçu une invitation hier. Bon, je ne retrouve pas, évidemment, mais c'est quelque part. Donc, on en est là à la deuxième intervention des transhumanistes, la première fois à Paris 1, il y a 2 mois à peu près, et la deuxième fois, donc, qui va être à Paris 4, sur les perspectives d'immortalité. Alors, pour ça, donc ces objectifs très classiques, santé, maîtrise du vieillissement, beauté et immortalité, c'est moins classique. Donc, il faut l'accès aux cellules souches embryonnaires, clonage thérapeutique, et de manière plus originale, disons, la possibilité de créer des clones humains avec une anomalie cérébrale qui permettrait d'avoir des corps sans cerveau pouvant servir de réserve d'organes. Et donc, dans leur déclaration des droits, à l'article 1, ils demandent de favoriser le développement des recherches à bon escient au lieu d'essayer de les interdire. Voilà. Ils demandent aussi une libération totale de la chimie du cerveau, à l'article 4 de la même déclaration des droits. Ils demandent la capacité de moduler son état psychologique par le recours à différentes molécules. Ils demandent l'hybridation des neurones et des puces, non seulement à des fins thérapeutiques, c'est au centre de leur discours. Tout ce que nous envisageons de faire ou tout ce que nous faisons à des fins thérapeutiques, ils veulent le faire à des fins purement personnelles, disons. Donc, hybridation des neurones, puces, transmission de pensée, etc. Et transformer et créer des corps purement prothésiques
qui puisse être habité par la numérisation de différents cerveaux, c'est-à-dire qu'on pourrait se transmettre nos cerveaux numérisés, on pourrait les faire habiter dans toute une série de corps prothèses, et il demande aux biotechnologies de nous assurer des corps choisis, disons, et c'est ce qu'ils appellent le principe de liberté morphologique pour soi et pour les autres. Alors évidemment, par la chirurgie esthétique, on a déjà largement mis le doigt dans l'engrenage, puisque dans les pays les plus avancés en la matière, comme le Brésil, on fait non seulement des opérations qui sont autour des normes de beauté classiques, mais on fait des opérations originales, c'est-à-dire on essaye de se faire des visages, ce qui a le plus de succès sont les visages de chats. Donc on grossit les pommettes et on casse le visage pour obtenir le visage triangulaire des chats, les yeux comme ça, etc. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu de moustache. Et donc il y a cette grande idée de la supériorité des corps prothèses, et ils utilisent pour ça un certain nombre de gens comme Aimee Mullins, que vous voyez là, qui est une femme qui est née avec le bas des jambes qui lui manquait, et elle a été appareillée à partir de l'âge de 1 an. Donc c'est une très belle femme qui utilise des prothèses extrêmement différentes les unes des autres, c'est-à-dire aussi bien cette prothèse purement fonctionnelle qui lui permet d'aller très vite quand elle fait des courses, comme d'autres, d'ailleurs elle n'est pas la seule à courir comme ça, mais aussi des prothèses très en bois sculpté, etc., et qui lui permettent d'allonger ses jambes de 15 cm, et elle est un mannequin extrêmement bien rémunéré, parce qu'elle a une silhouette effectivement tout à fait extraordinaire. Donc il y a cette idée que par la prothèse, on peut améliorer considérablement la morphologie de l'être humain. Et ce qui va le plus loin, c'est évidemment ce que je vous disais sur la numérisation des cerveaux qui peuvent habiter après n'importe quel corps, ce qui était le grand livre d'un juriste de 1952, Aurel David, qui était fasciné par la cybernétique et pour lequel le corps était ce qu'il appelait la poupée physiologique. Et il faut se défaire de cette poupée physiologique, y compris d'ailleurs le cerveau au sens... les cerveaux que vous nous avez montrés, là, qui sont des cerveaux bêtes en quelque sorte, puisque le cœur de la personne serait la numérisation du cerveau. Donc, ils sont évidemment très intéressés par tout ce qui est procréation et parentalité, avec cet objectif de conduire l'évolution désormais, de maîtriser l'évolution. On ne peut pas laisser l'évolution darwinienne faire tout et n'importe quoi et nous limiter comme elle l'a fait jusqu'à maintenant. Alors pour ça, il faut disponibilité du sexe et de l'état civil, il faut pouvoir faire ce qu'on veut, il faut les libres parentalités autour de projets personnels, libre marché des cellules germinales et des utérus qui soient artificiels ou naturels, liberté morphologique pour soi et pour la descendance, manipulation génétique germinale, clonage reproductif. Alors, si j'en viens maintenant à ce que dit le droit français, je vais prendre le droit français parce qu'il était intéressant par sa cohérence et ce que vous pensez être sa fixité. Et vous allez voir qu'il n'a pas été aussi fixiste que ça, même si les évolutions législatives ont souvent été des évolutions à bas bruit qui se sont produites un peu au détour des différents articles. Alors, oui, le droit français est totalement rétif au projet transhumaniste et il a essayé de se doter d'un certain nombre de catégories et de principes et de règles qui
permettent de contenir, disons, la révolution biologique dans un schéma qui était un schéma choisi. Donc, primauté de la personne et interdiction d'atteinte à la dignité de celle-ci. Alors, ça n'a aucune efficacité, en fait, contre le projet transhumain, puisque les transhumains naîtront probablement d'humains pendant un certain temps, en tout cas. Ils ne naîtront pas forcément de machines. Et du coup, ils auront le statut de personne juridique humaine pleine et entière à la naissance. Et du coup, il n'y a même pas besoin d'inventer une dignité du post-humain, parce qu'ils auront la dignité humaine pleine et entière à la naissance. Donc, bon, c'est très bien, mais ça n'a pas d'efficacité. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne, nous disait la loi de 1994. Or ça a été modifié en 2001, et c'est devenu une nécessité médicale pour permettre les stérilisations volontaires. Alors ça change beaucoup de choses. Et surtout, ce qui change beaucoup de choses, ce sont les exceptions croissantes des possibilités d'atteinte à l'intégrité du corps humain, non seulement à des fins médicales et scientifiques, mais vous allez le voir aujourd'hui, à des fins purement sociales. Donc on a comme ça des changements de mots qui ne se voient pas beaucoup pour les non-juristes, mais qui sont absolument fondamentales vis-à-vis des limites. Le sexe n'est pas totalement disponible, puisqu'il faut une évaluation médicale pour autoriser les interventions hormonales, chirurgicales, etc. Donc il y a une limite par les tiers à l'heure actuelle. Mais je pense qu'on en reviendra assez facilement à satisfaire les revendications de libre choix et probablement d'ailleurs de création d'un tiers sexe, ce qui est aussi une demande. Et du coup, le droit ne dira plus il faut être homme ou femme, il dira il faut être homme, femme ou tiers-sexe. Et je pense que ça ne gênera pas du tout le droit si les mentalités le permettent, ou lorsque les mentalités le permettront. Mais pour le droit, techniquement, ce n'est pas gênant du tout. Donc, le droit français est fondé autour du projet parental traditionnel, c'est-à-dire parenté hétérosexuelle, couple, en âge de procréer, etc. Et l'assistance médicale à la procréation a une finalité thérapeutique exclusive. Il y a une disponibilité des gamètes dans le schéma de 1994, mais elle est limitée, puisqu'elle est limitée dans son aspect marché des gamètes, si vous voulez. D'une part, parce qu'il y a la gratuité. Or, on se rend compte que les ovocytes, il y a très peu de femmes disposées à en donner, alors qu'il y a beaucoup de femmes disposées à en vendre. Il faut avoir procréé. Or, il y a des tas de gens qui feraient ça volontiers à 18 ans, puis qui ne le font pas forcément volontiers quand ils ont eu des enfants. Donc, ça restreint l'offre, et ça ne peut être fait qu'en vue de l'AMP, c'est-à-dire ça ne peut pas être fait à des fins purement de recherche, ce qui a été dit par Anne Fagot-Largeau tout à l'heure. Il n'y a aucune libre disposition des utérus, puisque vous savez que les conventions de mères porteuses sont interdites et pénalement réprimées. Interdiction du clonage reproductif, interdiction, même si elle est moins nette, mais on peut penser que c'est un défaut de rédaction, des manipulations génétiques germinales et interdiction du clonage thérapeutique. Donc vous voyez qu'on avait quelque chose de très restrictif. Alors là où les choses ont été très difficiles à penser en 1994, et sont l'objet de très grands débats aujourd'hui, c'est autour de l'embryon. Cet embryon qui est apparu disponible pour la première fois, puisqu'il a été fait dans une boîte, donc contrairement à l'époque où il se faisait dans des ventres, tout d'un coup, on pouvait faire des projets dessus, des projets de toute nature. Et l'obsession du législateur de 1994
qu'on retrouve encore dans la révision de 2004, et on la retrouve presque intacte. C'était ne pas réifier l'embryon. C'est-à-dire, moi, je ne crois pas du tout que ce sont des origines, enfin, en tout cas, pour beaucoup de gens, ce ne sont pas du tout des origines religieuses ou bon, vous pensez que si on déclare l'embryon intouchable, tabou, c'est une vision d'il y a 2000 ans. Peut-être je vais essayer de proposer autre chose, moi qui suis athée, peut-être même anticléricale radicale. Et pourtant, vous allez voir, j'ai une autre vision des choses. Donc, la loi française avait sorti cette affirmation étrange, donc dans l'article 16. La loi qui avait donc protégé la dignité de la personne, assure le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Donc, cet article opposait la personne, c'est-à-dire une fois née. Il n'y a pas de personne juridique avant la naissance. Donc, elle opposait la dignité de la personne à la vie anténatale qui n'avait droit qu'au respect. Donc on n'a pas de dignité, mais on a du respect. Mais le respect, personne ne sait ce que c'est. Et surtout, il y avait cette création étrange d'un être humain qui n'est pas une personne. Et donc, je crois que là, le législateur avait fait une innovation que je trouve, pour ma part, contrairement à vous sans doute, extrêmement intéressante et audacieuse, de dire, bien voilà, les temps ont changé, on ne peut plus dire il y a des personnes d'un côté et des choses de l'autre, il y a quelque chose qu'on ne savait, qui n'avait pas de catégorie juridique jusqu'à maintenant, et à mon sens, on a créé là une catégorie juridique, être humain qui n'est pas une personne. Alors donc, elle a droit au respect par opposition à la dignité, mais le respect, on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, il faut aller dans le Code de santé publique pour comprendre comment le législateur de 1994 a organisé ce respect. Alors, il a organisé ce respect en scindant les règles en des règles qu'on peut rattacher plutôt au régime juridique des personnes ou plutôt au régime juridique des choses. Donc, du côté des personnes, on peut concevoir des embryons exclusivement à des fins d'assistance médicale à la procréation. C'est-à-dire que c'est un destin humain. Quand on fait l'acte de concevoir dans une boîte, à partir d'un ovocyte et de sperme, un embryon, on conçoit une entité qui est appelée à s'inscrire dans un processus procréatif exclusivement. Donc c'est un destin humain. Par voie de conséquence, interdiction de conception à des fins industrielles, commerciales, scientifiques. Toujours du côté des personnes, vous avez eu un grand débat pour savoir si les embryons surnuméraires, est-ce qu'on allait les donner dans le cadre du service médical, ce qui était le plus simple. Et le législateur de 1994 a dit non. Comme c'est un être humain, on va le faire adopter, en quelque sorte, selon les règles classiques de l'adoption, c'est-à-dire avec une enquête sociale pour savoir si les gens qui veulent se faire implanter, les couples qui veulent se faire transférer un embryon sont vraiment décidés, voilà, comme on fait pour une adoption, et c'est fait devant le juge. C'est pas fait dans le cadre du service médical. Donc on a un tiers par rapport à la triangulation patient-donneur, patient-receveur et service médical. Donc on a une construction qui vaut ce qu'elle vaut,
mais on a une construction sociale instituante de l'accueil de l'embryon et non pas du don d'embryon. Du côté du régime juridique des choses, il y avait d'une certaine manière tout de suite la possibilité de concevoir les embryons en nombre de manière à réaliser des congélations. C'était plus pratique. Évidemment, ça créait ce phénomène des embryons surnuméraires. Difficile à qualifier la destruction des embryons. Elle peut être vue aussi bien du côté des choses, on détruit une chose, ou du côté des personnes, on a décidé que finalement, cet être humain qui n'est pas une personne ne vivra pas. Mais ça reste un destin humain. Ça n'est pas un destin de choses. Et du côté du régime juridique des choses, vous avez la réforme de 2004 qui prévoit la possibilité de donner des embryons dits dépourvus de projet parental à la recherche avec un régime assez restrictif d'interdiction de principe avec des exceptions encadrées par l'Agence de biomédecine. Bon. Donc vous voyez que on a en fait, contrairement à ce qui est dit partout, un statut de l'embryon qui est lié à une catégorie et un régime juridique, une catégorie originale et un régime juridique. Alors il y a eu plein d'évolutions depuis le schéma originaire cohérent, si vous voulez, de la loi de 1994. D'abord, on est passé à un objectif de régulation, c'est-à-dire autant le rapport Brébant en 89 avait dit c'est la loi qui libère et la liberté qui opprime dans un certain nombre de cas, autant depuis 2004 et la création de l'Agence de la biomédecine, on ne parle plus que de régulation. Et l'Agence de biomédecine est habitée évidemment par des scientifiques et des médecins. Il n'y a pas de représentants de la société civile, des différents groupes de pression, etc. Donc on passe, et ça n'a pas été vu alors que ça habite tout le discours des parlementaires. On est passé d'un discours de la loi à un discours de la régulation. Ensuite, il y a eu cette tendance au remplacement du thérapeutique par le médical et le scientifique. Et quand vous êtes dans le médical, vous êtes par exemple dans la chirurgie esthétique et donc dans la possibilité de vous implanter des prothèses. Pour l'instant, rien ne vient vous empêcher d'installer toutes sortes de prothèses. Alors les prothèses nécessaires aux gens handicapés, évidemment, mais des prothèses purement ludiques. Or, dans le cas... Le droit, depuis longtemps, a réglé le problème des prothèses. Les prothèses sont assimilées à la personne dès l'instant qu'elles sont intégrées au corps humain. Donc, par exemple, le dentiste que vous n'avez pas payé ne pourra pas aller vous rechercher la dent qui vous a implantée. Et si vous vous êtes fait implanter une prothèse quelconque, le juge la qualifie de personne par destination. Donc, toutes les prothèses qu'on peut imaginer sont très protégées par le statut des personnes. Et le juge s'est habitué depuis longtemps à voguer avec ça. J'ai trouvé, par exemple, un arrêt très amusant. Enfin, je suppose que pour la dame, ça n'a pas été rigolo. Elle s'était fait implanter des prothèses mammaires et il y a une prothèse qui s'est dégonflée, donc elle s'est fait réimplanter une prothèse de la même marque qui s'est redégonflée à nouveau. Bon, elle a fini par s'énerver un petit peu, elle a fait un procès. Et, évidemment, le fabricant des prothèses a été condamné pour défaut de... flûte. Je ne retrouve plus mon mot pour caractère défectueux de l'objet livré. Mais ce qui est intéressant, c'est tout à fait à la fin, donc on a caractère défectueux d'un produit, on est dans le produit, mais tout à fait à la fin, quand le juge évalue les préjudices, il retient le préjudice moral, et là,
sa motivation est très intéressante parce qu'il dit qu'il y a eu les souffrances physiques résultant des opérations, etc., et les souffrances morales endurées par Madame Z résultant du dégonflement et de la rupture des prothèses entraînant des atrophies mammaires et des asymétries entre les deux seins constitutives d'atteinte à sa féminité. Donc, la prothèse est inscrite à ce point dans sa féminité que le défaut de fabrication du produit est une atteinte à la féminité. Donc c'est une motivation que je trouve extrêmement parlante des fictions juridiques, parce que c'est vrai que le droit est s'amuse beaucoup avec la réalité. C'est pour ça que je trouve ludique le droit. Donc, vous avez aussi cette extension constante des atteintes à l'intégrité du corps humain dans l'intérêt d'autrui. Vous avez une extension constante, par exemple, des personnes qui ont l'autorisation de donner leurs organes. À l'origine, on pouvait donner à ses enfants, à ses parents, à ses frères et sœurs. Et puis en 2004, tout d'un coup, on a pu donner, par exemple, à ses grands-parents. Donc moi, j'imagine ma petite fille de 7 ans me donnant un rein, je suis très mal à l'aise. Et maintenant, on peut donner pour les cousins, pour les personnes avec qui on entretient des liens d'affection. Et au fil du temps, le législateur a levé toutes les barrières et maintenant, on peut donner, en fait, quasiment à qui on veut, puisque on ne sait même pas quelle preuve doit être apportée. Donc on a évidemment élargi le marché des organes, et là j'entends un marché sans prix. Mais le marché, pour moi, qui suis à l'origine spécialiste de droit de la concurrence, le marché, c'est l'adéquation de l'offre à la demande, c'est pas le prix. Le prix n'est qu'un instrument d'adéquation de l'offre à la demande. Donc, les choses ont été bougées tout de suite, parce que dès la décision du Conseil constitutionnel de 1994, le Conseil constitutionnel, contre le texte de loi Claire, a dit que l'embryon in vitro n'avait pas droit au respect, malgré la phrase de la loi disant la vie est protégée depuis le commencement de sa vie. Enfin, a droit au respect, depuis le commencement de sa vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'actuelle réforme en cours, la question de la réification de l'embryon a totalement disparu. On ne prononce plus le mot risque de réification de l'embryon. La promesse technologique des cellules souches a été si importante, alors plus encore chez les messieurs du Sénat que chez ceux de l'Assemblée nationale, mais il n'est plus question du tout de réification, c'est une problématique qui a disparu. Donc, toute la construction de 1994 sur cet être humain qui n'est pas une personne, mais dont la limite doit être de ne pas le transformer en chose, tout ça est en train de s'effondrer. Et deuxième effondrement qui est absolument majeur, le Sénat vient de légitimer, alors je ne sais pas du tout si l'Assemblée nationale suivra, mais le Sénat vient de légitimer la notion de stérilité sociale à côté de l'infertilité biologique. Donc, les techniques d'assistance médicale à la procréation ne seront plus réservées aux gens qui sont infertiles pour des raisons pathologiques, en quelque sorte, mais on tiendra compte de l'infertilité sociale, ce qui ouvre évidemment la voie à la parenté homosexuelle. Mais alors, curieusement, il y a une certaine incohérence. Comme le Sénat n'a pas voulu légaliser la gestation pour autrui, il n'y aura de parentalité homosexuelle que pour les femmes, pas pour les hommes. Alors là, j'ai trouvé que l'idée mésopotamienne d'avoir des femmes pères était extrêmement intéressante.
elle pose aucun problème au droit. Le droit est très habitué à faire ce genre de choses. Alors ça, on ne l'a pas fait depuis quelques milliers d'années, mais je trouve que ce n'est pas un problème, et je trouve que c'est plus instituant si on devait accepter les parentés homosexuelles. C'est plus instituant de déclarer l'une des deux femmes père, ou l'un des deux hommes, parce qu'après il y aura les questions d'égalité et de discrimination, l'un des deux hommes mère, que d'avoir deux mères ou deux pères et pas de père ou pas de mère. Et je pense qu'il y a là une piste. Le Sénat a considéré, ce qui est assez troublant de la part d'un législateur, qu'il y avait des faits sociaux et qu'on ne pouvait rien contre ces faits sociaux. C'est-à-dire il y a une sorte d'épuisement de l'idée de pouvoir du législateur, d'épuisement de l'idée de souveraineté. Puisque ça se fait ailleurs, il faut le faire. Puisque ça se fait, il faut le faire. Donc là, moi, ça me pose un très gros problème vis-à-vis de nos institutions parlementaires, parce que théoriquement, ils sont là pour prendre des décisions et pour conduire quelque chose d'autre que ce que les gens font spontanément. Alors, c'est pas pour tout empêcher, mais c'est pour recadrer les interventions spontanées. Or là, manifestement, nos parlementaires estiment que si ça se fait ailleurs, et si ça se fait, faut le faire. Donc là, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien, mais vous voyez que, à force de détricoter des choses qui ont l'air mineures, comme passer du thérapeutique au médical, élargir l'offre des organes, etc., en fait, dire que le projet parental conçu un père, une mère à l'origine, c'est tous les projets parentaux possibles et imaginables, vous voyez que ce qui avait l'air très dur était en fait extraordinairement fragile. Donc c'était ça qui m'intéressait dans cette mise à l'épreuve d'une loi apparemment très cohérente de 1994 par les mouvements transhumanistes. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer la fragilité des constructions cohérentes. Alors ça, c'est pour le fun. Voilà deux post-humains, un post-humain augmenté là, dans les bras de cette charmante créature, et un post-humain diminué peut-être, qui sert de nourrice parfaite, qui ne réclamera pas d'augmentation de salaire. Donc voilà. Oui, alors une conclusion, si j'y tiens quand même à la conclusion. J'en avais plusieurs, je les ai supprimées, les autres parce qu'on n'avait pas le temps. Alors j'ai laissé la seule à laquelle je tiens vraiment, qui m'a été... C'est en lisant Anne Fagot-Largeau dans son article dans les 200 ans de Darwin, où elle a dit il faut accepter d'intervenir par des engagements responsables plutôt que la frilosité du principe de précaution. Alors bon, principe de précaution, si on écoute Noël Mamère ou si on écoute les journalistes, effectivement, c'est n'importe quoi. Si on lit précisément ce qui est fait par le droit et entre autres les presque 200 décisions de justice qui ont été prises en Europe et en France au nom du principe de précaution, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout frileux et que c'est précisément une tentative d'engagement responsable. Bon, mais ce n'est pas le principe de précaution qui m'intéresse là, c'est le fait de repenser le champ des expérimentations. Je suis quand même un peu sidérée du fait qu'on prend de multiples précautions et qu'on a des procédures extrêmement pensées pour mettre sur le marché un OGM, un produit chimique, toute une série de choses, si vous voulez. En revanche, quand on se lance dans l'insémination artificielle avec donneur à grande échelle, on ne fait pas d'expérimentation. On le fait tout de suite, en vraie grandeur,
on cache, on ceci, on cela, et donc on ne peut pas faire d'études, parce qu'il n'y a pas d'études sérieuses sur les enfants nés à la suite d'une IAD. Et il a fallu attendre 30 ans pour que les premiers enfants viennent contester certains leur mode de procréation et d'autres le secret qui entoure le nom de leur donneur. Donc je me dis que, par exemple, si on se lance dans les procréations, les parentés homosexuelles, bon, d'abord c'est déjà commencé, effectivement. En revanche, c'est quelque chose que, en tant que parenté instituée, ça fait depuis l'origine, les homosexuels ont des enfants, mais en tant que parenté instituée, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, malgré tout. Donc, je pense qu'on devrait faire ça avec une procédure, je ne sais pas laquelle, mais qui permette de ne pas mettre sur le marché des milliers d'enfants en même temps, qui dans 30 ans vont venir nous dire « ce n'était pas exactement comme ça qu'il fallait faire ». Dans ce que disent les enfants IAD, ils disent tous « nous sommes des cobayes ». Bon, alors ça, je pense que c'est un reproche grave qui peut être fait à la manière dont on a légiféré sur l'insémination artificielle avec donneur. Quand on a 30 ans plus tard des gens qui viennent dire « vous nous avez traités comme des cobayes », c'est qu'on n'a pas très bien agi. Donc, vis-à-vis des autres, il faut agir avec d'autres procédures. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'il faut agir autrement. Je ne sais pas comment, mais je lance la question. Voilà. J'ai pas eu besoin toutes ces code de santé publique. Précisions et ces questions en même temps. Je crois que le débat va continuer sous la forme de la table ronde que nous avions prévue, qui va être déjà un petit peu écourtée. Mais avant que la table ronde tu restes pour la table ronde si tu veux bien, parce que ça sera une manière de continuer le débat. Mais avant de continuer le débat entre juristes, je crois que c'est important que d'autres que les juristes réagissent. Alors, Anne Fagot-Largeau voulait peut-être intervenir sur ce que tu... Et je ne sais pas si d'autres scientifiques souhaitent intervenir. Philippe Descola et Jean-Pierre Changeux. Ce n'est pas que je veux intervenir, mais tu m'as demandé d'intervenir. J'ai eu du mal à comprendre le lien que vous avez fait entre le début sur le transhumanisme et la fin sur la loi française. La loi française n'a pas été tellement mise à l'épreuve par les transhumanistes. C'est peut-être en train de venir, mais elle a été mise à l'épreuve avant, autrement, il me semble. Je voulais juste... Il y a une petite chose que je vous avais dit qui est inexacte, me semble-t-il, je suis sûre, c'est que le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine n'est pas du tout constitué uniquement de scientifiques et de médecins, mais la société civile, comme on dit, y est largement représentée. Il y a des tas de gens là-dedans qui sont ni scientifiques ni médecins. Et toutes les décisions passent devant le conseil d'orientation. Alors là, j'ai une question maintenant sur la différence que vous établissez entre, ou que vous dites que c'est une interprétation très intéressante de la formulation de la loi française sur la différence entre le respect et la dignité. À ma connaissance, la notion de respect est depuis très longtemps dans l'éthique et dans les discussions bioéthiques, alors que la notion de dignité est beaucoup plus récente dans ces discussions. Et vous avez dit la notion de respect, finalement, on ne sait pas ce que c'est, le respect. En droit. En droit. Parce que dans la tradition éthique, on sait très bien ce que c'est que le respect, c'est la morale de Kant. C'est le respect de la personne. Et au contraire, depuis qu'on parle
on parle plus de personne et de respect, mais qu'on parle de dignité, on ne sait plus de quoi on parle. L'UNESCO a fait tout un grand développement sur la notion de dignité, et à mon avis, ça ne l'a pas beaucoup éclairci. Donc, c'est encore, je pense, une notion floue, la notion de dignité, alors que la notion de respect, elle avait quelque chose de tout à fait clair et net, à cause de la morale kantienne avec laquelle elle va. Je serais étonnée que les juristes ignorent la morale kantienne dans leur ensemble, non ? Non, mais quand un mot n'est pas dans les textes... On va laisser dire des choses comme ça quand même. La définition de dignité que nous avons principale, elle vient de Kant. Attendez, prenez un micro. La première grande définition de la dignité nous vient de Kant. Et cette notion a une histoire juridique médiévale très complexe. Oui. Donc, il y a quand même une technicité quand on approche les catégories juridiques. Et il faut respecter cette technicité. De même que nous respectons, me semble-t-il, les travaux des scientifiques sur les synapses. Est-ce que vous voulez dire que la notion de dignité et la notion de respect sont dissociées par les juristes, alors que chez Kant, elles sont liées ? Alors, la dignité, c'est peut-être pas l'objet d'avoir un développement ici juridique sur la notion de dignité, mais enfin, ça apparaît chez Dante. Il y a des dentistes ici, je crois, donc elle apparaît chez Dante. Et auparavant, elle a l'histoire de la dignitas, c'est lié à l'invention de l'immortalité de la fonction par rapport au caractère périssable du corps humain. Donc ça a à voir avec l'invention de l'État, de ces grands sujets mythiques de l'Occident que sont les personnes morales. Bon. Alors ça a eu cette vie juridique au Moyen-Âge, ensuite ça a eu une vie philosophique avec la célèbre définition de Kant qui dit ce qui a une dignité, c'est ce qui n'a pas de prix, donc il oppose la logique de marché à la dignité. Et ensuite, c'est le principe qui émerge à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il faut trouver une notion pour faire rentrer le corps humain dans le champ des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme, 89 ou à l'américaine, le corps humain est absent. Donc, à l'issue d'une expérience, parce que les juristes ne sont sans doute pas des biologistes, mais ils sont obligés de tenir compte des expériences, et en particulier de ce qu'a été, par exemple, l'expérience du manuel des jeunesses hitlériennes disant « nous façonnons notre législation sur la base de la génétique ». Bon, à l'expérience des concepts de matériel humain ou de capital humain. Et c'est dans ce contexte que naît le concept de dignité, qui active juridiquement une catégorie qui était kantienne. C'est pourquoi il me semble, je suis entièrement d'accord avec vous sur cette notion, est totalement floue, on ne doit pas en parler, et plus on en parle, moins ça va bien. Parce que c'est un petit peu comme le vrai nom d'Allah, il doit rester secret. Et que nous soyons aujourd'hui amenés à reparler autant du principe de dignité, c'est le signe simplement de la déconstruction progressive des droits positifs qui nous évitait d'en parler. Donc je le vois comme un symptôme inquiétant. Là où je serai en complet accord avec vous, c'est que ce n'est pas une notion juridique immédiatement opératoire. Et à chaque fois qu'on essaie de s'en saisir comme tel, on est sur un terrain extrêmement glissant. Voilà, je voulais faire cette petite rectification. Mais ce sont des catégories juridiques qui ne trouvent leur sens que par la jurisprudence progressive. Donc c'est au fur et à mesure de la jurisprudence sur la dignité, on commence à en avoir un petit peu, on en a beaucoup moins, on n'en a pas à mon avis enfin je n'en connais pas sur le respect, mais c'est comme le principe de précaution. Le principe de précaution a maintenant un contenu très précis qui est donné par ces 200 décisions de justice. En fait, on commence déjà le débat sur le rôle du droit. Mais je pense que l'important à travers la dignité, c'est l'envers. C'est ce que le principe de dignité comporte comme limite. Et je pense que pour parler de l'inhumain, puisqu'on a lancé le terme tout à l'heure, on a besoin du principe de dignité, même s'il a tous les défauts qui ont été dits. C'est dans les textes sur les droits de l'homme, c'est le principe indérogeable.
C'est le principe qui permet d'interdire de façon absolue la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Donc il a une fonction à travers l'envers, qui est la notion d'inhumanité. Mais ça, c'est peut-être déjà un débat entre juristes. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je voulais juste répondre sur le transhumanisme. Moi, je fais beaucoup de droit-fiction. C'est-à-dire que j'essaye de me projeter pour voir ce que ça donne. Et pour moi, le transhumanisme produit un certain nombre de demandes et je vois comment le droit y répond ou y répond pas. Donc mon propos, c'était de montrer les demandes du transhumanisme en termes juridiques, c'est-à-dire liberté morphologique, etc., libre parentalité, blabla, et de montrer sur le rôle du droit comment un droit apparemment cohérent et fort et rigide ne tiendra pas devant ce que j'appelle les principes dynamiques, qui sont l'autonomie de la personne et le projet parental. Voilà. Alors, si on peut faire un lien avec ce que vous avez dit en terminant, qui était tout à fait intéressant sur l'expérimentation. Est-ce que vous en viendriez à dire que la demande du transhumanisme est une demande d'expérimentation singulière et qui devrait être encadrée ou qui devrait... On a beaucoup reproché à la procréation médicalement assistée, effectivement, de n'avoir pas expérimenté au préalable sur l'animal, d'avoir tout de suite fait chez l'homme des choses audacieuses et d'avoir, au début tout au moins, peu suivi, peu évalué les conséquences. C'est venu lentement. Et ça n'était peut-être pas toujours souhaité par les familles. Ça s'est révélé un peu difficile de faire un suivi. Il a été fait par la suite. Mais comme vous dites, l'évaluation a posteriori, c'est pas la même chose que l'expérimentation véritable. Mais comment est-ce qu'on pourrait envisager une expérimentation qui, si elle vient des trans, là, sera beaucoup plus risquée que l'expérimentation limitée à laquelle on s'est, parce qu'elle était encadrée, à laquelle on s'est livré dans le cadre de la PMA. Je ne pense pas que l'expérimentation a été encadrée techniquement, mais elle n'a pas été encadrée sur le plan psychologique. Par exemple, le fait de garder secret le nom du donneur, etc., on ne s'est pas posé de questions là-dessus. C'est un peu ça que je voulais dire, mais je ne sais pas comment faire. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas répondre à la question du comment faire tant qu'on n'a pas posé la question. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas posé la question. C'est-à-dire, on pose la question de l'encadrement des techniques, mais on ne pose pas la question de l'encadrement anthropologique, si j'ose dire. C'est ça qui me choque. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait... Bon, il y a eu des psychologues tout de même dans les services de PMA. Oui, mais les psychologues de service sont des gens qui sont là pour que le service tourne. Voilà, tourne. Oui, d'accord. Donc il faudrait une recherche. Est-ce que vous accepteriez l'idée qu'il y ait une cohorte d'enfants nés par PMA pour lesquels il y aurait 50% on connaît l'origine du don de sperme et 50% c'est anonyme? Ça ne me choquerait pas. Quand on est dans une expérimentation, on accepte des je ne sais pas comment dire, des conditions. Même quand on expérimente un médicament, on n'est pas dans le soin classique. Donc, je ne sais pas si c'est cette formule-là qu'il faut prendre. Bon, ça, je ne peux pas vous dire. En revanche, qu'il faille expérimenter, ça, je commence à en être persuadée. Je m'étais longtemps posé la question, si vous voulez. Je m'étais dit, tout de même, on fait des choses, on ne sait pas ce que ça donne. Et puis, les réactions récentes des enfants qui contestent ce qu'on a fait me font penser que... oui, alors comment on peut le faire, je ne sais pas. Et il faut travailler pour ça.
Et vous pensez à une expérimentation en sciences humaines et sociales plutôt que médicale, en fait. Plutôt qu'une expérimentation de type médical, vous pensez plutôt qu'on a besoin de connaissances au plan des sciences humaines et sociales. Anthropologique, je pense, oui. Alors, je regarde malgré tout l'heure, parce que nous avons pris pas mal de retard par rapport au programme. J'ai noté encore une question de Jean-Pierre Changeux et de Philippe Descola. Je ne peux pas donner la parole à tous les autres qui demandent la parole. Et on va essayer de commencer la table ronde à 12h30. Donc, il faudra répondre brièvement à des questions brèves. D'abord, en ce qui concerne le transhumanisme, je pense que vous nous avez présenté les choses comme, au fond, une technophilie, je dirais, extrême, et une certaine forme d'anticipation sur la mise en œuvre des disponibilités qu'offrent la science et la technique aujourd'hui. Pour ma part, je pense que c'est une anticipation extrêmement utile. Je pense que cette démarche n'est pas suffisamment faite et je pense qu'elle devrait s'accompagner d'un autre point de vue qui peut-être n'était pas dans votre discours, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, où on va, quel est le modèle qui est à prévoir pour l'humanité dans les 10 ou 50 prochaines années. Je dirais qu'il y a un aspect qui, évidemment, peut un peu surprendre dans votre présentation, qui correspond un petit peu à ce qui se passe dans certains cercles sur la côte ouest. Mais le projet plus général, moi, me paraît très intéressant à prendre en compte. Je pense qu'il y a une réflexion insuffisante à ce niveau de prospective sur comment on prévoit l'humanité dans les années à venir. Et l'autre aspect que je considérais comme éthique dans ce contexte, c'est de voir dans ce projet quelles vont être les conséquences. Si vous voulez, ça fait partie de la tradition conséquentialiste de l'éthique. Et ayant ce projet, essayons de voir qu'est-ce qu'on fait de l'humanité, quelles sont les conséquences à envisager, je dirais, sur le plan justement anthropologique et aussi politique. Sinon, on va se retomber dans des systèmes politiques totalitaires ou autres ou variés. Le cas du nazisme a été évoqué. Je pense que c'est quand même extrêmement important d'envisager l'aspect, je dirais, éthique du projet transhumaniste poussé à l'extrême en définissant. Donc ça, c'était mon premier point. J'imagine que vous êtes d'accord avec cette idée, je ne sais pas. Ouais. Parfaitement, c'est ce que j'essaye de faire. Oui, donc bon, je pense que c'est effectivement une réflexion intéressante à avoir. Le deuxième point, c'est votre commentaire critique des lois de bioéthique en disant vous avez voulu ça, vous avez voulu ça, etc. Je ne sais pas à qui vous adressiez. La définition de l'embryon, vous avez proposé. Moi, j'étais à l'époque président du comité d'éthique et je dois dire que ce problème de la définition de l'embryon, vous n'avez pas employé le terme comme personne humaine potentielle, puisque c'était ça l'idée. C'est pas la loi. Vous ne l'avez pas mentionné, mais c'était ce qu'il y avait derrière, puisque c'est le terme qui a été employé, plus ou moins. Enfin, disons que cette définition un peu abracadabrante de l'embryon, en fait, tient au fait que on manque de termes pour définir ce qu'est un embryon. Voilà. Et qu'il y a toujours, lorsqu'on définit un embryon, un présupposé qui arrive. Par exemple, c'est le début de la vie. Moi, j'ai toujours contesté ce terme-là même, parce que ce n'est pas le début de la vie. Parce que un embryon, il est le produit de la rencontre de gamètes qui sont eux-mêmes peuvent être considérés comme ayant des attributs des êtres vivants.
Donc ce n'est certainement pas le début de la vie. Donc déjà au départ, on est sur une mauvaise définition. Donc on peut en discuter à n'en plus finir de ce genre de choses. Et il est un fait que les lois telles qu'elles ont été rédigées sont ne satisfaisent personne. Et donc là, je partage votre critique, mais... non, mais moi, je suis très contente de la définition. Moi, je suis très contente de la définition être humain dès le commencement de sa vie. C'est-à-dire, la vie commence aux gamètes, et de gamète en gamète, etc. Elle se transmet. Oui, elle se transmet. En revanche, il y a un moment, si j'ai bien compris sur le plan biologique, lorsque le spermatozoïde pénètre l'ovule, où il y a un mécanisme irréversible qui se produit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous pouvez avoir un avortement immédiat, vous pouvez avoir des jumeaux, vous pouvez avoir des triplés, vous pouvez avoir un fœtus qui vivra jusqu'à 2 mois, mais il y a quelque chose d'irréversible qui s'est produit. Donc c'est pour moi, là, il y a le début de l'être humain, c'est-à-dire pas le début de la vie. Non, mais je comprends bien. Oui, on peut continuer la discussion indéfiniment, mais je crois que on tombe devant et je voudrais juste dire un dernier mot pour terminer. C'est que là, effectivement, on discute sur des définitions. Bon, voilà. C'est la notion d'acceptabilité, parce que et ça, c'était un terme de Ricoeur, et que je pense qu'il est extrêmement important, qu'il faut prendre en considération. Supposons un projet, disons, transhumaniste extrême. Quelles est ses chances d'acceptabilité dans un système démocratique? Il faut voir le problème, et je pense que le droit est là, parce que le droit il est fait par le législateur. Et est-ce que ce projet transhumaniste que vous imaginez, que moi je suis prêt à imaginer avec vous, quel est son niveau je dirais, de réception par les êtres humains qui se trouvent être sur notre territoire national? Et cette question-là est absolument décisive, parce que finalement les lois de bioéthique, elles sont là pour ça, en quelque sorte, pour essayer de définir ce qui est acceptable sur le plan des populations humaines actuelles en France, et des mentalités, et des développements de la science et de la technologie en cours. Et le dernier point que je voudrais mentionner, c'est quand vous parlez de la contestation des enfants nés de PMA, etc., je pense que, évidemment, le contexte culturel dans lequel ces enfants-là ont été élevés influe énormément sur leur point de vue. Vous ne pouvez pas prendre leur contestation et le fait qu'ils ont été... ils se sont sentis être des cobayes comme étant la preuve qu'ils ont été des cobayes. C'est simplement la perception qu'eux ont du statut dans lequel ils se trouvent, et cette perception, elle est fonction non seulement de l'éducation qu'ils ont reçue, mais de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Donc, moi, je me pose une question sur votre propre question. J'ai l'impression que ce sont des questions qu'on va reprendre dans la table ronde, peut-être vous les poser à l'ensemble des juristes. Sauf si tu veux... Alors, Philippe Descola voulait poser une question, mais c'est pareil, je dirais, c'est pour l'ensemble des juristes, et on répondra dans la table ronde. C'est une très très brève remarque d'ethnologue. Il n'y a pas besoin de remonter à la Mésopotamie pour avoir des institutions du type père-mère comme celle qu'on nous a présentée hier. Il y a une institution contemporaine chez les Nuers du Soudan qui est exactement similaire. Et les ethnologues ont inventorié à peu près toutes les formes possibles de combinaisons institutionnelles régissant tous les cas qui se présentent. Le seul cas qui n'est pas envisagé, puisqu'on parlait d'expérimentation, c'est celui du clonage reproductif. Parce qu'il va à l'encontre, disons, de principes de base qui sont à la fois des principes institutionnels et cognitifs de fonctionnement des systèmes de parenté. Mais pour tout le reste, on a toutes les formules positives. Ça ne veut pas dire que ça soit transposable, évidemment, mais l'expérimentation doit aussi être prise en compte dans cette perspective, pas uniquement en faisant des enquêtes, évidemment, sur des cohortes, mais en regardant ce que, dans d'autres sociétés, on a donné comme réponse institutionnelle à des problèmes qui sont posés depuis l'aube de l'humanité, disons. Tu veux dire quelque chose ?
Oui, sauf il y a tout de même une nouveauté, disons, dans ce qui est proposé par les parents homosexuels, qui est qu'on ne réagit pas sur une situation un peu extraordinaire qui s'est produite. On institue dès le départ l'intervention de la médecine pour faire ça. Donc ça me paraît pouvoir appeler des réponses identiques, mais la question est un peu différente.